Feed, c'est une aventure qu'on a lancée en janvier 2017, donc bientôt 3 ans. C'est un repas pratique, pour ceux qui ne connaissent pas, un repas pratique qui va vous simplifier le quotidien et vous libérer du temps pour vous consacrer à des activités qui sont plus intéressantes sur un moment très précis. Donc c'est souvent dans des moments d'intensité, quand on veut aller au sport ou qu'on veut travailler ou qu'on voyage. Il y a toujours quelque chose d'intense, un dépassement de soi. Et c'est vrai que ça a explosé ces derniers temps. On a levé beaucoup d'argent, on a recruté beaucoup de monde. On a recruté 500 000 € au début, après 3 millions, puis 15 millions. Et là, on vient de refaire une grosse levée sur laquelle on n'a pas encore communiqué, mais on en parlera bientôt, je pense. Donc une vraie belle réussite. On a recruté 100 personnes en moins de 2 ans. Et on a su faire tout ça en gardant nos valeurs, en gardant ce qui nous importait depuis le début, pourquoi on fait ça. Et on dit qu'on fait plusieurs dizaines de millions d'euros depuis le début. Là maintenant on est en période de NDA, c'est-à-dire qu'on a signé des contrats un peu confidentiels avec des gros fonds d'investissement. Donc on ne peut plus être précis sur les chiffres tant que la levée n'est pas officielle. Les valeurs, c'est avant tout quelque chose de super humain. Il faut que quand on arrive au travail, nous on s'amuse, on s'éclate, que l'équipe elle sache pourquoi elle fait ça. C'est-à-dire qu'on dit souvent, Feed n'est pas simplement un repas, c'est plus que ça, c'est un message que tu envoies au reste du monde. Il faut que ce soit pareil en interne. Quand tu viens travailler, tu ne travailles pas juste pour avoir ton salaire, tu participes à une aventure, à un dépassement. On est très ambitieux, on est très déterminé, on veut montrer que tout est possible et c'est pour ça qu'on recrute les gens non pas sur des diplômes ou sur des noms ou sur leur sexe, mais simplement sur l'envie de se dépasser. Feed, c'est devenir le futur industriel agroalimentaire de demain. En gros, quand on voit que des grands groupes comme Danone, Nestlé, Pepsi, Coca-Cola ont réussi à créer des géants en 50 ans, entre 50 et 80 ans, on va dire, pourquoi ne pas réitérer l'exploit? Les consommations sont en train de changer, les gens n'ont plus envie de consommer de la même manière et il y a un vrai espace qui est en train de se créer et on voit chaque semaine, chaque mois, des géants s'écrouler. Le dernier en date, c'était le plus gros producteur de lait aux États-Unis qui a fait faillite la semaine dernière parce qu'en fait les gens n'ont plus envie de consommer de la même manière. Donc il y a un coup à jouer et si on peut le faire en créant du business tout en générant des valeurs qui sont importantes pour nous, je trouve que c'est tout bénef, on s'éclate à faire ce qu'on fait et les consommateurs aussi ont envie de participer à l'aventure, donc c'est parfait. Mon père était contrôleur de train, il savait à peine écrire et ma mère était vendeuse en voiture, enfin VRP, je ne sais même pas comment on dit. Je les ai quittés moi quand j'avais 16-17 ans, je me suis retrouvé à la rue parce que la famille n'était pas hyper équilibrée. Et du coup je pars vraiment de tout en bas et sans vouloir faire Calimero, je suis un peu la preuve que si tu es vraiment déterminé, motivé, ambitieux, que tu crois en toi, que tu fais preuve de résilience, mais que tu te formes aussi et que tu ne te plains pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire je suis malheureux, j'ai une vie compliquée. Non, il faut que tu ailles chercher toi-même tes réussites. Tu peux y arriver. Alors évidemment, ça va être plus dur que quand tu as les parents qui vont bien, qui vont te payer la bonne école, qui vont te faire voyager pour que tu parles 4 langues à 18 ans. Mais au final, cette envie et cette détermination que tu vas accumuler au cours de tous tes échecs, c'est aussi une vraie force que les riches, on va dire, n'auront pas. Donc il ne faut pas se plaindre de cette situation, il faut jouer avec ses cartes. Je pense que tout vient de l'émotion que tu vas générer. C'est-à-dire que le fondateur ou la fondatrice ou les fondateurs ont quelque chose de clé à envoyer au début. Tu n'as pas forcément besoin de métriques, tout le monde te parle toujours de KPIs. Au début, c'est de l'émotion que tu dois transmettre. Au début, tu parles avec des business angels. Donc les business angels ont plus de sensibilité que le VC classique qui va être un banquier de LBO la plupart du temps et qui va devoir cocher des cases. Mais au début, tu es avec des BA, des gens qui ont déjà fait de l'entrepreneuriat, qui ont envie de participer à une aventure et eux, tu peux les déclencher sur une promesse, sur une vision. Et c'est ça qu'il faut envoyer. C'est-à-dire que des produits comme Feed, tu en avais plein. Au même moment où on se lançait, il y en a qui existaient déjà ici, dans d'autres pays. Mais on a pris le lead parce qu'on a mis plus d'énergie que les autres, parce qu'on croyait plus dans notre projet, on croyait plus en nous. Et en fait, on en revient toujours au même point. À quel point tu es prêt à toi t'engager dans ton projet. Et ça, quand les investisseurs sentent que toi, tu es déterminé, tu es motivé, tu vas rien lâcher, tu vas exploser tout le monde, ils ont envie de participer parce qu'ils savent que tu vas utiliser à bon escient leur argent. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé.
Nous, on a un marketing qui est le prolongement de nos valeurs. Je pense que c'est important que la communication, le marketing, une pub télé, une pub Facebook, ce soit dans le prolongement de ce que tu as intégré dans ta marque et que ce soit une sorte d'amplificateur. Je ne crois pas du tout à la pub qui est bullshit ou qui est complètement fausse. Les consommateurs aujourd'hui sont plus dupes, ils ont envie qu'on leur raconte une histoire et c'est pour ça que les DNVB, ces nouvelles startups, fonctionnent très bien parce qu'en fait elles vendent un produit mais avant tout elles vendent une histoire, elles vendent une aventure et les gens quand ils achètent un feed, ils n'achètent pas véritablement un repas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas acheter des protéines, des lipides, des glucides. Non, ils achètent une image globale et ils participent à quelque chose qui les dépasse. Et c'est pour ça que quand on prend la parole, on essaie toujours d'être le plus transparent possible, le plus cash possible. Parfois on est clivant, mais on l'assume complètement. On n'a pas envie de se travestir, on n'a pas envie de lisser le discours. On dit les choses telles qu'elles sont. Nous, on est là pour tout exploser, on n'a aucune limite et personne ne nous arrêtera. Chaque étape est très différente. C'est-à-dire quand tu es early stage, que tu commences et que tu lances ta boîte, il n'y a pas mieux que les réseaux sociaux. Parce que tu peux micro-targeter des populations qui sont complètement cohérentes avec ta cible. Nous, c'était des personnes urbaines, pressées, entre 25 et 35 ans, qui faisaient du sport, pour faire simple. Et tu peux te concentrer sur celles-ci et du coup spammer leurs réseaux sociaux et avoir une force d'impact qui est impressionnante. Après, si tu fais que ça ne suffit pas parce que quand tu vas scaler, quand tu vas grossir, il faut aller sur des médias un peu plus traditionnels, de masse, du métro, de l'affichage, de la télé. Mais là, de suite, c'est des budgets qui sont beaucoup plus importants. Si tu fais une campagne télé, il faut au moins 500 000 €. Pour faire simple, si tu passes 2 fois et que tu n'as pas de répétition, ça ne marchera pas. Donc, chaque étape a ses outils marketing adaptés. Au début, c'est réseaux sociaux. Après, tu passes au métro. Après, tu fais de la télé. Après, tu mets des influenceurs un petit peu, mais bon, ça, j'y crois plus trop. Et puis, la market sauce prend quand tout est cohérent, en fait. Il faut toujours qu'il y ait un ADN commun à toutes ces prises de parole. On a deux choses. La première, c'est de réinventer la marque. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a fait et rester dans une zone de confort. Donc, début 2020, on va lancer une nouvelle version de la marque. Vous allez voir qu'on sort complètement de notre zone et c'est là-dessus qu'on nous attend. C'est pour ça qu'on va réussir parce qu'on n'a pas peur et on va faire un gros move. C'est-à-dire que les fonds ou les grands groupes traditionnels n'auraient jamais été osés aller jusque-là. Nous, on va le faire. Et le deuxième point, c'est l'international. L'international parce qu'aujourd'hui, Feed est un succès français, c'est indéniable. On vend des dizaines de milliers de repas chaque jour, des millions chaque mois. On sait qu'on a réussi à pénétrer ce marché français qui pourtant n'était pas forcément le plus indiqué, le plus légitime. Maintenant, l'idée, c'est de réussir l'internationalisation. On est déjà distribué dans plus de 40 pays et 10 pays en offline, 40 sur le site et 10 en offline, donc en retail traditionnel. Maintenant, le but, c'est d'aller en chercher un maximum et d'attaquer des très gros pays comme les États-Unis à court terme. Déjà, il faut savoir qu'on est checké par plein d'instances, DGCCRF, EFSA, qu'il y a des normes qui sont imposées et que tout ça, c'est dans un cadre législatif qui est très précis. On ne peut pas distribuer un produit en France sans être vraiment ultra carré. La deuxième chose, c'est qu'on travaille avec des ingénieurs en nutrition humaine, des diététiciens, des nutritionnistes, des médecins et même des grands chefs comme Thierry Marx, doublement étoilé, qui vont participer à l'élaboration de nos produits. Donc il y a plusieurs étapes et échelonnements au niveau de l'élaboration du produit, de la fabrication, même a posteriori vérifier qu'on est toujours dans les clous. C'est important de préciser que Feed n'est pas un produit de régime, donc nous on ne fait pas de promesse de perte de poids. C'est là-dessus que nous on est vraiment super on va dire vigilant parce qu'il y a tellement de marques bullshit qui t'ont vendu une perte de poids de 10 kg, que tu n'aurais pas faim, etc. qu'on veut surtout pas tomber là-dedans, même si concrètement on pourrait le faire, mais ce n'est pas notre objectif. Nous on est là pour proposer un repas qui est pratique, équilibré, complet et qui vous permet de tenir jusqu'au prochain repas. C'est une sacrée machine, c'est vrai que ça a évolué. Au début, on passait avec des copackers, c'est-à-dire qu'on avait des fabricants qui travaillaient pour nous. C'était beaucoup plus pratique et agile. Maintenant, on est en train de modifier un petit peu toutes ces stratégies et on internalise un certain nombre de choses. On reste discret là-dessus aussi parce qu'on a beaucoup de concurrents qui nous observent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a automatisé un maximum de process et qu'on peut aujourd'hui livrer des millions de repas sans la moindre difficulté dans le monde entier. On va distinguer deux moments selon moi. Le moment où on va chercher du plaisir pur, un moment de food social
tu es avec tes amis, ta famille autour de la table, tu as envie de bien manger, des produits naturels, bio, etc. que tu vas cuisiner. Et le moment beaucoup plus fonctionnel, pragmatique, où là tu n'as pas le temps et ça sert à rien de se raconter des histoires, dire nous on est des Français, on aime bien manger. Personne ne mange bien avec un sandwich sous blister, personne ne mange bien en mangeant au fast-food, personne ne mange bien en ayant une salade industrielle. Et dans ce moment-là, la Smart Food a un vrai parti pris et une vraie valeur ajoutée parce que c'est moins cher, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus pratique. Le moyen va s'écrouler parce que les consommateurs maintenant commencent à s'intéresser à ce qu'ils mangent, ils savent lire une étiquette et le marketing ne suffit plus et les grands groupes ne savent pas comment réagir parce qu'ils ne sont pas très agiles. Leur seule solution, c'est de savoir se réinventer en faisant du M&A parce qu'ils ont de moins en moins de R&D en interne et ils vont devoir racheter, comme c'est le cas aux États-Unis, des startups qui justement vont proposer cette innovation, vont bouleverser leur méthode et c'est une manière, au-delà d'acheter un produit ou une boîte, d'acheter des esprits et des états d'esprit pour les internaliser dans leur groupe, dans leur process. La liberté, je dirais. Les gens ont envie d'être libres. Ils ont de plus en plus de contraintes dans leur quotidien, ils sont de plus en plus dans le métro, ils ont de moins en moins le temps de voir leurs enfants, de faire du sport, ils travaillent, ils veulent de la liberté. Et encore une fois, la Smart Food offre cette possibilité parce que plutôt que de passer un quart d'heure à la boulangerie pour acheter ton sandwich et ton club avec le soda qui va bien, bah, tu peux aller faire du sport, tu peux jouer un instrument, tu peux lire un livre, tu peux regarder Netflix. Et même Netflix, c'est un peu la conclusion de cette liberté. Les gens ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire quand ils le veulent. C'est-à-dire que la télé à l'ancienne où on t'impose l'heure du programme, c'est terminé. Tu veux voir ton programme quand tu veux. Bah, la Smart Food, c'est pareil. Tu manges quand tu veux, de la manière que tu veux. Et en fait, tu redeviens le maître de ton destin. Tu redeviens le capitaine de ta vie. Et c'est le message qu'on veut envoyer avec la Smart Food et Feed en particulier.